de Genève également, c'est un élément qui montre que la coexistence pacifique existe et que les ennemis d'hier se rencontrent pour pouvoir parler des questions qui les concernent tous et échanger autour de l'essentiel. L'adhésion de l'URSS à l'UNESCO, la dissolution du Cominform, qui est un outil, c'est un instrument de diffusion des informations sur le communisme à travers le monde entier. Et également la signature de l'amnistie de Panmunjom, la reconnaissance de la République fédérale d'Allemagne et les différents voyages diplomatiques que Nikita Khrouchtchev a effectués pour rencontrer les dirigeants du camp de l'Ouest, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, ainsi de suite. Voici ce que nous pouvons dire concernant les manifestations de la coexistence pacifique. Après cette manifestation de la coexistence pacifique, puisque il y a eu des facteurs qui ont permis son avènement, elle s'est manifestée à travers des gestes amicaux, des échanges autour des points cruciaux dans les relations internationales. Cette période d'apaisement n'exclut pas l'avènement des conflits, les crises. Donc, malgré l'apaisement, les crises aussi persistent. Donc, nous allons voir en petit 3 les crises de la coexistence pacifique. C'est ce que nous pouvons appeler aussi les limites de la coexistence pacifique. Les crises de la coexistence pacifique. À ce niveau, nous allons analyser essentiellement 3 crises. La deuxième crise de Berlin, à partir de 1961, qui a commencé depuis 1958, mais que l'évolution est arrivée jusqu'en 1961. Il y a également la crise du canal de Suez en 1956. Il y a enfin la grande crise que nous allons analyser dans cette période-là, c'est la crise des fusées de Cuba en 1962. Donc, la première crise à analyser, c'est la crise du canal de Suez. La crise du canal de Suez en 1956. Et cette crise est née d'un refus ou bien d'un rejet d'une demande, surtout du dirigeant égyptien avec les Occidentaux, Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, qui a renversé le roi Farouk. Le roi Farouk est un pro-capitaliste et un pro-occidental. Donc Gamal Abdel Nasser renverse le roi Farouk et prend la gestion de l'Égypte. Renverse Farouk. Et devient dirigeant de l'Égypte. Et devient dirigeant de l'Égypte. Maintenant, il a des projets pour pouvoir moderniser l'agriculture et développer également son pays. Il demande de l'aide aux Occidentaux, aux Américains, pour pouvoir construire le barrage d'Assouan. Donc, barrage d'Assouan, afin de pratiquer l'irrigation et développer l'agriculture. Maintenant, les Américains le trouvent trop neutraliste, sinon même pro-communiste. Donc, ils refusent de lui accorder cette aide qui allait lui permettre de réaliser le barrage d'Assouan. Maintenant, en riposte à au refus américain, il a entrepris la nationalisation du canal de Suez. Et pourtant, le canal de Suez
c'est un grand passage du commerce international et également c'est un canal qui a été construit par les Français et les Britanniques c'est eux qui exploitent également le canal et aussi Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ils nationalisent le canal de Suez, donc désormais l'Égypte devient propriétaire du moins du canal de Suez. Et il interdit aussi l'accès du canal de Suez aux Israéliens. Et maintenant, les Français poussent Israël à attaquer l'Égypte. Israël lance l'attaque sur l'Égypte et sous prétexte de s'interposer entre les belligérants, les Français et les Britanniques débarquent à Port Said. Et avec l'entrée en jeu, puisqu'on voit clairement la position des Français et des Anglais, ce n'est pas pour peut-être jouer la force d'interposition, mais c'est pour pouvoir soutenir Israël, pour battre Nasser, pour battre l'Égypte. Donc, dans cette situation, l'URSS également, qui a accueilli un peu Nasser, va se ranger du côté de Gamal Abdel Nasser et menacer l'utilisation de l'arme nucléaire. Et pour éviter l'escalade nucléaire, les États-Unis vont mettre la pression sur leurs alliés, les Français, les Britanniques et les Israéliens, afin qu'ils se retirent de l'Égypte. Et ce retrait va marquer une avancée, ça va marquer, donner à Nasser une autre image dans les relations internationales. C'est une victoire pour Nasser et c'est une défaite également sur le plan diplomatique pour la France, pour l'Angleterre surtout, qui sont également des références dans le bloc de l'Ouest. Donc ils savent que désormais ils ne peuvent pas agir dans les relations internationales sans l'aval des Américains. Mais Nasser sort grandi, il devient un leader, une référence pour tous les peuples qui luttent contre la domination coloniale, tous les peuples qui luttent contre l'oppression, qui luttent contre l'invasion extérieure. Donc il devient une figure, une grande figure aux yeux des peuples sous domination, aux yeux des peuples opprimés. C'est un leader. Bien vrai que sur le plan militaire, il a échoué, sur le plan diplomatique, son image va rayonner pendant longtemps dans les relations internationales. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire concernant cette crise du canal de Suez en 1956. Après la crise du canal de Suez en 1956, nous avons la deuxième crise de Berlin. La deuxième crise de Berlin à partir de 1961. Ici, il faut reconnaître que Berlin a connu une première crise, le blocus de Berlin, à partir de 1948 jusqu'à 1949, et qui s'est soldée par une défaite diplomatique et idéologique de Staline, qui a imposé le blocus et qui finalement a échoué dans sa stratégie, parce que le blocus a été contourné et les Américains et les Britanniques ont montré leur solidarité face aux peuples qui sont opprimés, face aux peuples qui luttent pour leur liberté. Maintenant, la deuxième crise également survient à partir de 1958. Déjà, les problèmes liés à l'État allemand refont surface. Et ces problèmes également mettent en difficulté les relations qui existent entre l'URSS et les États-Unis.